Ce soir, front commun de 5 maires du Québec pour demander un meilleur contrôle des armes à feu au pays. Les conservateurs conserveront-ils l'interdiction des armes d'assaut? On pose la question au candidat Pierre Paulus. Et Nathalie Provost, du groupe Police se souvient, réagit aux propositions des partis. L'enjeu des armes à feu en Alberta, les manifestations anti-Trudeau en Ontario, la montée du NPD et des conservateurs en Atlantique, l'analyse de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En ce jour 24 de la campagne électorale au pays, le chef libéral était de passage à Montréal, où il a réitéré ses promesses en matière d'accès à la propriété. Justin Trudeau a répété son intention de mettre fin aux rénovictions et de créer un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété pour les moins de 40 ans. M. Trudeau a aussi condamné la violence des manifestants qui lui ont lancé du gravier lundi, en se disant inquiet pour tous ceux qui subissent les foudres des anti-vaccins. À Toronto, le chef du NPD s'est engagé à doubler le financement accordé aux municipalités pour électrifier le transport en commun, soit de le faire passer de 2,2 à 4,4 milliards de dollars. Jagmeet Singh a aussi critiqué le bilan de Justin Trudeau en matière d'environnement. Il a, entre autres, soulevé l'échec des libéraux à atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre et leurs subventions aux grandes pétrolières. Devant la Cour suprême à Ottawa, le chef du Bloc québécois a de nouveau pris l'engagement de défendre la liberté d'expression. Et François Blanchette a ramené de l'avant l'affaire de la professeure Verouchka Lieutenant-Duval et celle du professeur Amir Attaran. Et depuis ses studios à Ottawa, le chef conservateur a présenté son plan pour réduire les factures de téléphonie cellulaire et d'Internet. Erin O'Toole promet de permettre plus de concurrence en autorisant l'arrivée d'entreprises de télécommunications étrangères et de développer l'infrastructure numérique pour connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2025. Mais c'est sa volte-face sur l'interdiction des armes d'assaut qui a encore rattrapé Erin O'Toole. Comme j'ai dit, je vais maintenir les restrictions sur les armes à feu en place et avoir un processus transparent sur notre système de classification. Et je vais travailler en étroite collaboration avec la mairesse, toutes les municipalités, les provinces contre les gangs de rue et la contrebande. Ça, c'est le problème à Montréal. Et à ce propos, justement, à la veille du débat des chefs en français, les maires des 5 plus grandes villes du Québec font front commun pour demander aux chefs des partis fédéraux de s'engager clairement à lutter contre le trafic d'armes à feu. Leur sortie survient alors que le sujet des armes d'assaut continue de hanter le chef conservateur. Erin O'Toole a renoncé dimanche à l'une de ses promesses en annonçant qu'il n'abolirait finalement pas un décret interdisant certaines armes de style militaire, tout en promettant de revoir la classification de ces armes à feu. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a donc demandé des engagements clairs des chefs en campagne, et pas seulement sur les armes d'assaut, mais aussi sur les armes de poing. On demande aux chefs fédéraux de s'engager clairement et fermement à contrôler les armes à feu, les armes d'assaut et les armes de poing. Parce qu'il ne faut pas que le débat demeure seulement sur les armes d'assaut. Les armes de poing, c'est ça qui est dans nos rues en ce moment. C'est les armes de poing. Et puis, à ce moment-ci, ce qu'on veut savoir, c'est un plan clair, pas d'échappatoire. Quel est le plan de match? Comment on contrôle les frontières? Comment on donne des ressources supplémentaires? Mais surtout, comment est-ce qu'on prend son courage à deux mains et on en fait une priorité? Et ce débat entourant l'interdiction des armes d'assaut, ça suit littéralement le chef conservateur depuis plus de 4 jours maintenant. Les conservateurs qui ont dû modifier leur plateforme électorale un peu in extremis pour tenter de préciser leur position sur les armes d'assaut. Alors, j'en discute avec Pierre Paulus, qui est député conservateur sortant dans la région de Québec et porte-parole aussi en matière de sécurité publique. Bonsoir, M. Paulus. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, on vient de le voir, les maires des 5 plus grandes municipalités au Québec font front commun pour demander des engagements clairs des partis politiques en matière d'armes à feu. Puisqu'on vous demande de la clarté, je vous demanderai d'abord, est-ce que les conservateurs vont, oui ou non, conserver cette interdiction des armes d'assaut qui a été introduite par les libéraux l'an dernier? Oui ou non, vous allez conserver cette interdiction-là? Oui. Ce qui a été modifié, la plateforme électorale, c'est que la liste qui a été mise en place le 1er mai 2020 va demeurer. Et tant et aussi longtemps que la vérification externe n'aura pas été faite. Donc, on va mettre une vérification comme un comité, dans le fond, d'experts qui vont se réunir, qui vont faire le point sur la situation des armes
Parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, le débat est impossible à faire. Il y a beaucoup trop d'informations divergentes. Les gens ne se comprennent pas en partant sur le propos, la définition d'une arme d'assaut, par exemple. C'est même pas clair pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses à clarifier et c'est pour ça que M. O'Toole a décidé finalement de dire, regardez là, on va maintenir le statu quo pour l'instant. On va faire un comité externe qui va faire des recommandations. On pourra revenir avec des choses qui sont claires et précises pour les Canadiens. Oui, mais bon, justement, ça veut dire quoi, là? Parce que M. O'Toole, effectivement, a été plutôt clair. Aujourd'hui, il dit qu'on maintient les interdictions en place, mais du moins pour le moment. Bon, il dit qu'il va avoir une revue transparente sur le système de classification de ces armes à feu. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je vais vous donner un exemple. Écoutez, un exemple simple. Là, quand le gouvernement libéral a décidé de faire la liste de l'ordre en conseil, qui ont mis 1500 modèles d'armes de variantes, il y a beaucoup de zones grises ou d'incompréhension. Par exemple, un calibre 22, une espèce d'arme qu'on chasse les écureuils. C'était mis là-dedans parce qu'il y a un modèle qui est en plastique noir. Pas d'affaire, là. Un calibre 12 pour aller à la chasse au canard. Il y a des modèles qui existent, qui sont noirs en plastique. Donc, ils ont mis ça dans une liste d'armes d'assaut. C'est une arme pour aller au canard. Donc, il y a des incohérences comme ça. Et c'est pour ça que là, on a dit, regardez, là, c'est trop complexe. On va laisser les experts faire l'analyse de tout ça. Mais dans les 1500 modèles d'armes d'assaut, justement, dont vous parlez, qui sont interdits actuellement, on retrouve aussi, comme par exemple, la carabine semi-automatique qui a été utilisée lors du massacre de Polytechnique en 1989. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de votre revue, les conservateurs, cette arme pourrait redevenir légale au Canada? Pas nécessairement. C'est pour ça que l'arme, ça va dépendre de l'évaluation qui en est faite. Mais vous savez, le problème du débat actuellement, là, c'est qu'on parle d'armes d'assaut, on parle d'armes qui, premièrement, au Canada, sont semi-automatiques. Et je comprends que l'arme de Polytechnique a 30 ans. Il y a eu 5 événements au Canada là, désastreux là, par rapport à des tueries de masse, qu'on appelle. Mais tous les jours, dans les rues de Montréal, actuellement, il y a des tirs provenant d'armes qui sont détenues par des criminels, des gangs de rue, des armes qui proviennent du marché noir, de la contrebande. Et ça, c'est là que nous, du côté conservateur, on dit qu'il faut mettre l'emphase de l'argent de façon prioritaire, de façon très rapide pour s'attaquer au problème des gangs de rue de Toronto, de Montréal, même ça commence à Québec. Ces armes-là arrivent par le marché noir, par les réserves autochtones. Dans le reportage de TVA qui l'a démontré très clairement comment ça fonctionne. Donc, pour nous, là, c'est là la priorité. Parce que ce qu'on appelle les armes d'assaut, oui, il faut faire une évaluation de tout ça, mais c'est pas là que ça se passe. Là. Actuellement, c'est vraiment les armes de contrebande qui sont polluent dans les rues de Montréal et de Toronto. Et c'est vraiment... Il faut aider les services, les douaniers, la GRC, les policiers. Mais pour revenir quand même là, aux armes d'assaut, vous ne pouvez pas nous garantir que ça va rester interdit au Canada, à la lumière de la revue que vous allez faire? Premièrement, écoutez, non, je ne peux pas moi vous garantir rien parce que justement, c'est pour ça qu'on veut y aller de façon externe. On va demander un comité externe de faire une évaluation des recommandations. Les corps policiers vont intervenir, la communauté civile va intervenir. On va avoir des personnes qui vont pouvoir dire qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces armes-là, de quelle façon sont utilisées les armes au Canada. Est-ce que les gens qui respectent les millions de propriétaires d'armes, est-ce qu'ils respectent tous la loi, vont dans les champs de tir? Bon, oui, il y a eu des exceptions dans les 30 dernières années, là, on le conçoit. Mais il reste qu'actuellement, le problème majeur de criminalité, de danger public pour la sécurité publique, c'est les armes illégales. Et ça, c'est la demande des maires aujourd'hui. Les 5 maires ont fait, c'est ça la demande. Bon, parlons-en justement de ces armes de poing, là, parce que les maires des grandes villes du Québec demandent qu'on les interdise aussi. Les libéraux ont répondu à cette demande, promettent d'aider les provinces qui veulent le faire, ont promis de l'argent. Quelle est votre position, les conservateurs, sur les armes de poing? Ça, justement, du côté libéral, les libéraux ont dévié le problème en disant on va laisser les villes gérer ça, on donnera de l'argent. Et les villes, bien entendu, ont dit non, c'est pas à nous de gérer ça, c'est une juridiction fédérale. Et là-dessus, on est d'accord avec les maires-mairesses. Il faut vraiment que le fédéral s'occupe du problème. Et les armes, encore une fois, les armes de poing, là, on parle d'armes de poing qui sont détenues par des criminels. Donc, c'est des armes. On ne peut pas avoir une législation qui va simplement dire on interdit. C'est pas ça. Parce que même si on dit qu'on interdit l'arme, ils vont l'avoir quand même parce que ça procure de façon criminelle. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, c'est vraiment des ressources policières qu'on doit augmenter. Mais admettez-vous, les conservateurs, quand même, que vous avez manqué de clarté sur la question des armes d'assaut, que ce soit autant les armes de poing que les armes d'assaut? Oui et non. C'est que la définition d'armes d'assaut n'est pas la même pour tout le monde. Même le Bloc québécois le mentionne actuellement. Si vous posez la question aux gens du Bloc, ils vont vous dire la même chose. La porte-parole en sécurité publique, elle dit en entrevue avec moi cette semaine à une autre station, elle dit on devrait commencer par définir dans le code criminel
qu'est-ce qu'une arme d'assaut? Parce que souvent, on voit des images à la télévision d'armes automatiques, on voit des rafales comme ça n'existe pas au Canada. C'est illégal, ces armes-là. Donc, il y a une confusion. Les gens pensent qu'on a des mitraillettes, des AK-47 en possession légale au Canada, alors que c'est totalement faux. Depuis 1977, ça n'existait pas. Parce que, bon, vous parlez de confusion, vous jouez un peu sur les mots, la question des armes à feu. Je ne joue pas sur les mots. Je ne suis pas sur les mots, Mme Bégin. Une arme d'assaut, c'est quoi une arme d'assaut? Moi, j'ai été militaire 22 ans. J'ai travaillé avec des armes d'assaut militaires, des armes automatiques, avec des chargeurs de 30 balles. Ça n'existe pas de façon légale au Canada, ces armes-là. C'est chargeurs de 5 balles avec coup par coup, point. Si les gens modifient l'arme ou font d'autres choses, là, sont illégales. Quoi qu'il en soit, bon, la question des armes à feu, ça suit votre chef depuis plus de 4 jours là, sur la route de la campagne, je le disais d'entrée de jeu. Est-ce que vous avez peur que votre position sur les armes d'assaut, les armes de poing également, finalement, ça vous nuise dans la campagne électorale, autant à Montréal qu'à Toronto, par exemple? Bien, il y a eu de la confusion, mais la confusion n'a pas commencé lors de la campagne électorale. La confusion date de longtemps. J'étais en sécurité publique depuis plusieurs années et la confusion est toujours là parce que même au comité de sécurité publique, lorsqu'on a fait les débats sur 611, on s'entend pas sur des définitions. Il y a toujours un flou et c'est pour ça, on l'a dit, on va mettre un comité externe qui va pouvoir là, vraiment là, de façon indépendante faire la lumière et expliquer les choses parce qu'actuellement, là, tout le monde dit un peu n'importe quoi sur les armes à feu au Canada et c'est ça qui est très décevant et c'est pour ça qu'on a dit on va dépolitiser la situation, on va laisser un statu quo, là, puis après ça, le comité externe pourra arriver avec un rapport et expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Pierre Paulus, député conservateur sortant dans Charlesbourg, Haute-Saint-Charles et porte-parole en matière de sécurité publique pour les conservateurs. Merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Au revoir. Nathalie Provost est porte-parole du groupe Police se souvient qui milite pour le contrôle des armes à feu. Bonsoir, Mme Provost. Bonsoir. Je mentionne que vous étiez également étudiante en génie mécanique au moment de la fusillade à l'École polytechnique à Montréal et que vous avez été vous-même atteinte par balle par le tueur le 6 décembre 1989. Alors vraiment, merci d'être avec nous. Ça fait plus de 30 ans que vous militez pour un meilleur contrôle des armes à feu au pays. On est toujours 24, la campagne électorale. Est-ce que vous êtes heureuse de voir que l'enjeu des armes à feu, finalement, commence à prendre pas mal de place dans cette campagne? En fait, je suis satisfaite parce que ça démontre l'attention et l'importance de la question pour les citoyens canadiens, pour les journalistes aussi. Il faut ne jamais oublier que tous les enjeux reliés aux armes à feu, c'est lors des campagnes électorales où on peut vraiment faire entendre notre point de vue. Une fois les gouvernements élus, ils avancent dans leur chemin selon leurs orientations et leurs promesses. Donc, pour nous, c'est précieux d'avoir du temps avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler et échanger sur cette question stratégique pour la sécurité des Canadiens. Oui. Sur la position des conservateurs, justement. Erin O'Toole, on sait, donc, qui a finalement renoncé à une de ses promesses. Il a annoncé que, finalement, il n'abolirait pas l'interdiction des armes d'assaut, comme celle utilisée, par exemple, par le tueur de Polytechnique. Mais en même temps, M. O'Toole promet qu'il va revoir éventuellement la classification de ces armes. Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif? Je vois ça comme acheter du temps. Évidemment, je ne suis pas proche des stratèges conservateurs, mais compte tenu des différents engagements que M. O'Toole a pris auprès des groupes qui militent pour les armes à feu, j'ai beaucoup de difficultés à croire que tout à coup, il vient d'être illuminé, puis il pense que c'est vraiment important que les armes de style d'assaut soient complètement retirées des mains des Canadiens, comme ce que nous, on prône et qu'on demande depuis plus de 30 ans. Ouais. Ce qu'on voit, nous, c'est que derrière cet engagement-là, il y a aussi, et ça, il l'a jamais abandonné, l'idée de revoir la classification. Et quand on gratte un peu et qu'on va voir les intentions conservatrices derrière la classification, c'est une classification beaucoup plus large du concept d'armes non restreintes qui semble se dégager de leur position et de leur vision. Et donc, on appréhende qu'une consultation dont il parle beaucoup soit en fait une consultation en réseau fermé qui ne fasse qu'aller dans le discours des gens qui sont dans le discours du gun lobby, en fait. Oui, c'est ça. On les a jamais vus beaucoup s'intéresser à notre position et ils nous ont pas écrit pour savoir qu'est-ce qu'on pense de leur position en matière de contrôle des armes à feu depuis de très nombreuses années, même si on est ouvert à discuter, on est ouvert à échanger.
on n'a pas l'impression que notre position est importante pour eux. Oui. Le temps file et je veux vous entendre sur le Front commun des maires. Aujourd'hui, la mairesse de Montréal rappelle qu'en plus des armes d'assaut, il faut aussi parler de l'enjeu des armes de poing. Qu'est-ce qui devrait être fait pour lutter contre l'utilisation illégale des armes de poing, selon vous? Tout d'abord, et je comprends très bien l'intervention des maires, ça prend une intervention fédérale. C'est un sujet sensible comme tout ce qui touche les armes à feu. La quantité d'armes à feu dans la possession légale des mains des Canadiens a plus que doublé en 10 ans. On parle de plus d'1 million d'armes de poing légalement en circulation au Canada. C'est énorme. Ça rend très complexe les interventions des policiers. C'est une arme qui est facile à cacher. Donc, nous, on demande, et depuis très longtemps, une intervention fédérale. Je vous dirais, à la limite, faites rien plutôt que de transférer la responsabilité à d'autres. Il y a plus de chances que la cohérence des interventions soit maintenue si tout est entre les mains du fédéral. Parce que vous parlez d'une intervention fédérale, parce qu'on sait que les libéraux avaient déposé au mois de février un projet de loi qui envoyait la gestion des armes de poing dans la cour des municipalités. On se rappelle que la réaction de Polly se souvient avait été particulièrement négative. Finalement, dans cette campagne électorale, le Parti libéral promet désormais de remettre aux provinces le pouvoir de légiférer en matière d'armes de poing. Ça ne répond pas à vos attentes, selon ce que vous nous dites. Pas plus. Non? Pas plus. Ce qu'on a demandé, nous, depuis le début, en fait, ils ont la responsabilité constitutionnelle de ce type de dossier-là, qu'ils assument pleinement leur responsabilité. C'est pas vrai que c'est une nouvelle version du fédéralisme, pas quand on touche à une question aussi importante pour la sécurité de tout le monde. Il faut que ça demeure entre les mains. Et peu importe le parti qui prône de ramener la responsabilité à d'autres niveaux, nous, on est convaincus que c'est pas une bonne façon d'intervenir pour la sécurité des Canadiens. Oui, parce que les conservateurs de leur côté affirment qu'au lieu de lutter contre les armes de poing qui sont achetées tout à fait légalement, il faut plutôt lutter contre le trafic illégal des armes à feu aux frontières. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation-là, suggestion-là des conservateurs? En fait, il y a un enjeu de trafic d'armes, il y a un enjeu de gang de rue, il y a un enjeu de criminalité, mais il y a aussi tellement d'armes légales dans la possession des mains et du passage du légal à l'illégal au sein du Canada. C'est pas vrai que c'est que la frontière américaine qui est poreuse. Il y a aussi des transactions illégales dans le Canada. Statistique Canada est en mesure de le démontrer. Là, j'ai pas les chiffres sous les mains, mais donc c'est banaliser le problème, mais c'est encore oublier que à la base, une arme à feu, c'est un instrument extrêmement dangereux fait pour tuer. Ouais. Donc, il faut agir sur ça. Puis ensuite, pas ensuite, mais on travaille. Donc, on marche et on mange la gomme en même temps. Là. On travaille sur le contrôle et on travaille sur la contrebande et on travaille sur la criminalité. Pas juste un des sujets, c'est beaucoup trop global, beaucoup trop large. Et puis, on le voit, la destruction du registre des armes d'épaule a eu des conséquences. Il y a plus de morts par arme à feu depuis 2012. La courbe a recommencé à augmenter. On le craignait, on le voit. Et il faut absolument qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises. On le martèle élection après élection. Et c'est ce qu'on va demander encore à tout le monde. Et on verra si demain ce sera débattu lors du débat des chefs en français. Nathalie Provost du groupe Polly se souvient. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et le débat sur le contrôle des armes à feu a aussi trouvé écho un peu partout au pays sur la route électorale. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel d'Est en Ouest, Stéphanie, Roger et Frédéric. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric, je vais commencer avec vous. On en a beaucoup parlé là, depuis le début de l'émission. La volte-face d'Erin O'Toole au sujet de l'interdiction des armes d'assaut, ça fait couler beaucoup d'encre. Comment est-ce que c'est reçu en Alberta auprès de la base plus à droite du Parti conservateur? Ce n'est pas nécessairement bien accueilli parce qu'on sait que c'est une question de contrôle des armes à feu qui est chère aux conservateurs et qui était chère aux conservateurs sous Stephen Harper. Et donc, ça a souvent créé des débats à l'intérieur de la grande famille conservatrice jusqu'à quel point on pouvait resserrer le contrôle des armes à feu. On vient de voir d'ailleurs l'Alberta nommer son propre contrôleur des armes à feu récemment. Donc, c'est certain que cette question-là
il y a un potentiel de division qui pourrait miner un peu la campagne conservatrice parce que, précisément, Erin O'Toole a l'air ici d'avoir une sorte de double discours et les candidats conservateurs de l'Ouest risquent d'être dans une position inconfortable, surtout à la suite du débat en anglais, en présumant que cette question-là fasse surface aussi au débat en anglais. Oui, c'est ça. Stéphanie, du côté de Toronto, on sait que la région est aux prises avec un grave problème de fusillade. Aujourd'hui, au Québec, les maires ont fait une sortie pour demander un meilleur contrôle, autant des armes d'assaut que des armes de poing. Est-ce que c'est un débat qui pourrait nuire aussi aux conservateurs dans le Grand Toronto? Bien, évidemment, c'est une question qui clive beaucoup entre l'électorat urbain et l'électorat rural. Et le Grand Toronto ne fait pas exemption à ça. Évidemment, cette année tout particulièrement, il y a eu plusieurs fusillades déjà à Toronto. Et il y a toujours la fusillade sur la rue Danforth là, qui a marqué les esprits des Torontois. Dans la perspective où Erin O'Toole comptait beaucoup sur des gains dans le 905, dans la couronne de Toronto, là où il y a notamment un problème de gang de rue, son double discours, comme on l'a dit, sur la question des armes à feu pourrait effectivement lui coûter des appuis parmi les gens qui se posaient encore la question là, entre libéraux, conservateurs et néo-démocrates. Oui. Roger, en Atlantique, une fusillade qui a aussi marqué les esprits, c'est celle de Portapique qui avait fait 22 morts au mois d'avril 2020. Est-ce que ce débat sur les armes à feu, ça pourrait venir aider les libéraux en Nouvelle-Écosse? Ben, comme le disait Stéphanie, il y a vraiment une coupure rurale-urbaine. Et dans l'Atlantique, il y a beaucoup de circonscriptions rurales où les conservateurs sont favoris. Et ces circonscriptions-là, il y a beaucoup de chasseurs, donc les gens sont plutôt pour les armes à feu. Alors que dans les grandes villes comme Halifax, les conservateurs sont en 3e place. Je regarde les derniers sondages. C'est une lutte entre les libéraux et le NPD dans les régions urbaines. Donc, je dirais que cette question des armes à feu ne devrait pas nuire aux conservateurs tellement en Atlantique parce que sa base est beaucoup rurale. Oui. Donc, on verra effectivement. Ça fait le tour là, de ce sur quoi je voulais vous entendre concernant le dossier des armes à feu. Stéphanie, je veux revenir avec vous sur la visite du chef libéral à London hier. Encore une fois, Justin Trudeau a été poursuivi par des manifestants. Et plusieurs de ces manifestants portaient un chandail à l'effigie du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Il y a même une candidate du Parti populaire, Chelsea Hillier, qui était sur place au moment des faits. Est-ce que le PPC, le Parti populaire du Canada, est en train de prendre de la place dans la campagne électorale en Ontario? Est-ce qu'on peut en déduire ça? Écoutez, en Ontario, selon les derniers sondages que j'ai consultés, le Parti populaire serait à peu près à 11% du vote. Et d'ailleurs, c'est pas anodin là, que la petite avance que les conservateurs avaient en Ontario la semaine dernière s'est effacée. Donc, on a l'impression qu'il y a en effet là, un glissement parmi les sondeurs des conservateurs vers le Parti populaire. L'enjeu des armes à feu a peut-être quelque chose à y voir. Le resserrement du discours sur la vaccination d'Erin O'Toole dans la dernière semaine aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et comme on le voit, là, c'est une frange de l'électorat qui reste minoritaire, mais qui est très vocale et qui se fait sentir sur la route de la campagne auprès du premier ministre, comme on l'a vu avec les événements assez malheureux d'hier soir. Oui, une tranche de l'électorat, disons, qui est plutôt bruyante. Roger, dans les Maritimes, on assiste à une montée dans les sondages du NPD, du Parti conservateur. Le chef du NPD, M. Singh, s'est d'ailleurs rendu en visite à Terre-Neuve en fin de semaine. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le 20 septembre? Bien, on avait en Atlantique une forteresse libérale. Il faut s'appeler qu'en 2015, ils avaient remporté les 32 circonscriptions. Ils avaient remporté la très grande majorité lors des élections de 2019. Et cette fois-ci, les différents sondages, on va voir comment évolue la campagne. Mais à ce stade-ci, les sondages montrent une montée très intéressante du NPD qui dépasse la barre des 20% et également une montée des conservateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le NPD va reprendre certainement un siège, va garder son siège dans Saint-Jean-Est, peut gagner un siège dans le Labrador. Le NPD peut très bien faire dans la grande région d'Halifax, aller chercher quelques circonscriptions, surtout celle d'Halifax et environnant. Et les conservateurs, eux, peuvent faire des gains en Nouvelle-Écosse, beaucoup dans les régions rurales, comme je l'ai mentionné.
un gain possible à Edmond à l'île du Prince-Édouard. Et également, là, au Nouveau-Brunswick, il y a des luttes serrées dans 3 circonscriptions détenues par les libéraux, Miramichi, Saint-Jean et Fredericton. Et c'est très, très intéressant de voir ces luttes. Et les conservateurs pourraient passer à travers. Pourquoi? Parce qu'on a une division du vote du centre vers la gauche, entre les Verts, le NPD et les libéraux vont chercher beaucoup de votes. Et le candidat conservateur, comme dans Fredericton, peut se glisser et remporter le siège avec une trentaine de pourcents de votes. Oui, donc vraiment en Atlantique, des luttes qui vont être très intéressantes à surveiller le soir du 20 septembre. Pendant ce temps-là, Frédéric, on assiste aussi à une montée du NPD en Alberta et en Colombie-Britannique. À quel point ça pourrait venir brouiller les cartes de cette campagne électorale, en fait, le 20 septembre, selon vous? Oui, surtout du côté de la Colombie-Britannique. En fait, ce qu'on s'aperçoit dans les 4 provinces de l'Ouest, les libéraux sont en train de passer en 3e position un peu partout, dépassés par les néo-démocrates qui sont en 2e position, des fois, avec pas une très grande avance comme c'est le cas en Alberta, mais c'est quand même significatif de cet attrait pour les néo-démocrates et notamment chez les électeurs les plus jeunes ou les électeurs qui reprochent, notamment du côté de la Colombie-Britannique, dans la région de Vancouver, qui reproche encore aux libéraux l'achat du Trans Mountain. Et donc, dans ce contexte-là, ça pourrait donner des ouvertures aux néo-démocrates du côté de Vancouver et de sa grande région, et peut-être même quelques gains aussi du côté du Manitoba. Mais chose certaine, ça complique énormément la tâche des libéraux parce que autant la critique de Erin O'Toole, par exemple, par rapport au contrôle des armes à feu peut-être être efficace, mais ça ne veut pas dire que c'est les libéraux qui vont en bénéficier. Ça pourrait être les néo-démocrates. Donc, c'est là où Justin Trudeau, dans les débats à venir, aura peut-être un problème à savoir qui attaquer, à savoir sa droite ou sa gauche. Oui. Bon, parlant des débats, Frédéric, on sait que c'est le débat des chefs en français demain. Je vais terminer là-dessus. Je veux vous entendre rapidement, chacun d'entre vous. Le dossier des langues officielles a plutôt été absent, je dirais, de la campagne électorale jusqu'à maintenant. Stéphanie, est-ce que vous pensez qu'on va en traiter demain? Vous vous attendez à quoi? J'espère qu'on va en traiter parce que dans le face-à-face de TVA, ça a été vraiment une note de bas de page, la question des langues officielles. Donc, on sait que l'enjeu de l'éducation postsecondaire, c'est un enjeu qui marque les langues officielles cette année, avec notamment la crise à Sudbury. Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir capitaliser là-dessus pour aller inciter une partie de l'électorat franco-canadien. Le Bloc québécois a toujours la possibilité de ramener la question de la loi 96 sur le tapis, évidemment, et les 3 partis majeurs ont tous dans leur plateforme actuellement une promesse de moderniser la loi sur les langues officielles avec quelques petits détails qui sont différents entre l'une et l'autre plateforme. Donc, on espère les entendre là-dessus demain. Ouais, Roger, en quelques secondes, vous vous attendez à quoi? J'espère qu'on va en parler aussi, mais la bonne nouvelle, c'est dans les plateformes de tous les partis, surtout les 2 principaux partis. Frédéric, le mot de la fin, donc, sur ce possible dossier des langues officielles dont on va traiter peut-être demain au débat en français. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être l'enjeu des institutions postsecondaires qui risquent de prendre une certaine place parce qu'on a vu qu'il y avait eu des débats dans la dernière semaine autour de cette question. Donc, ça va être évidemment à suivre demain. Frédéric, Stéphanie et Roger, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre panel d'Est en Ouest pour suivre cette campagne électorale qui va être vraiment dans son dernier droit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis un mot en terminant pour vous dire que CEPAC vous présentera demain soir une couverture spéciale à l'occasion du débat des chefs en français. Pour l'occasion, je serai à l'antenne à compter de 19h en compagnie, entre autres, de collègues journalistes pour une analyse pré-débat. À compter de 20h, CEPAC diffusera ce débat des chefs et je serai de retour à l'antenne à compter de 22h en compagnie de mes invités pour vous présenter une analyse complète de cette rencontre et des conférences de presse des 5 chefs qui suivront à tour de rôle. Je vous donne donc un rendez-vous demain à compter de 19h. Entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.